Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger au cœur d'un livre qui a vraiment changé la donne sur la compréhension du traumatisme. Il s'agit du livre de Babette Rothschild, Le corps se souvient. On va voir ensemble comment nos expériences, surtout les plus dures, s'inscrivent non seulement dans notre tête, mais aussi et surtout dans notre corps. Voilà, tout est dit dans cette phrase. C'est vraiment le cœur du réacteur de ce livre. Rothschild nous dit que le stress post-traumatique, ce n'est pas juste une affaire de souvenirs ou d'anxiété, non. C'est une expérience qui est profondément, fondamentalement physique. Le corps est en première ligne, c'est lui qui prend le choc. Et ça, c'est la grande question. Pour bien comprendre, le livre prend un exemple, celui de Charlie. C'est un homme qui a été attaqué par un chien. Des années après, même un petit chien tout gentil qui s'approche de lui le fiche sur place. Son cœur s'emballe, sa gorge se serre. Pourtant, il sait intellectuellement qu'il n'y a aucun danger. Mais son corps, lui, il hurle à la mort. Alors, comment on explique ce décalage? C'est ce qu'on va décortiquer maintenant. Pour commencer à y voir plus clair, il faut comprendre un concept absolument fondamental. On n'a pas une seule mémoire, mais bien deux systèmes de mémoire qui fonctionnent en parallèle. Et c'est là que se trouve une grande partie de la réponse. Alors faisons bien la différence. D'un côté, il y a la mémoire explicite. C'est l'histoire qu'on peut raconter, avec des mots. C'est conscient, factuel. Je me souviens, c'était un mardi, il pleuvait. Et de l'autre côté, il y a la mémoire implicite. Et celle-là, elle ne parle pas. C'est l'histoire que le corps raconte, à travers des sensations, des émotions, des réflexes. Le cœur qui bat, les mains moites, l'envie de fuir. Tout ça, c'est la mémoire implicite. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette mémoire implicite, elle est là dès notre naissance, bien avant qu'on sache parler. Elle enregistre tout, mais par les sens. C'est un peu notre boîte noire corporelle, notre disque dur de survie qui enregistre tout en mode automatique. L'exemple du vélo, il est juste parfait pour comprendre ça. Quand on fait du vélo, on ne se dit pas « Ok, je dois pousser sur cette pédale, puis garder l'équilibre ». Pas du tout. Le corps sait faire, c'est automatique. C'est une mémoire procédurale, totalement implicite. Eh bien pour le trauma, c'est exactement le même mécanisme. Sauf que ce que le corps a enregistré, ce sont des réactions de peur et de danger. Maintenant qu'on a vu ça, passons à la mécanique derrière ces réactions. Il faut s'imaginer qu'on a tous à l'intérieur de nous un système de sécurité super sophistiqué. C'est ce qu'on appelle le système nerveux autonome. Ce système, il a deux commandes principales, comme dans une voiture. D'abord, la branche sympathique, c'est l'accélérateur. Quand il y a un danger, c'est elle qui met le paquet. Le cœur s'accélère, les muscles se tendent, on est prêt à l'action. Et puis, il y a la branche parasympathique, c'est le frein. C'est elle qui calme le jeu, qui nous permet de nous reposer, de digérer. Normalement, les deux travaillent en parfait équilibre. Donc quand l'alarme du sympathique se déclenche, elle active nos instincts de survie les plus anciens, les plus primaires. Face à un danger, notre corps ne perd pas de temps à réfléchir, il réagit. Soit il se prépare à combattre, soit à fuir à toutes jambes. Ou alors, si aucune des deux n'est possible, il se fige complètement, c'est la paralysie, le freeze. Et voilà le problème avec le traumatisme. L'événement est fini, le danger est loin. Mais le système d'alarme, lui, il est resté coincé sur on. L'interrupteur est cassé. Le corps continue de voir des menaces partout, tout le temps. C'est ce qu'on appelle l'hypervigilance. Ou à l'inverse, parfois c'est le frein qui reste bloqué. Et là, c'est l'épuisement, la sensation d'être éteint. Dans tous les cas, l'équilibre est complètement rompu. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand l'alarme est détraquée? C'est toute la deuxième partie du livre qui se concentre là-dessus, sur les solutions. L'idée, ce n'est surtout pas de forcer l'arrêt du système, mais plutôt de réapprendre, tout doucement, à retrouver la pédale de frein. L'image de l'autocuiseur, elle est très forte, mais tellement juste. Un traumatisme qui n'a pas été digéré, ça crée une pression interne énorme. C'est toute l'énergie de survie qui a été mobilisée, mais qui n'a pas pu être utilisée, et qui reste bloquée à l'intérieur. Le corps est constamment sous tension. Du coup, qu'est-ce qui se passerait si on essayait d'ouvrir l'autocuiseur d'un seul coup? Ça exploserait, évidemment, ce serait violent et ça risquerait de retraumatiser. La clé, c'est donc ce qu'on appelle la titration. On va ouvrir la soupape tout doucement pour laisser la vapeur s'échapper petit à petit, de façon contrôlée, pour ne jamais être submergé. Et ça, c'est la métaphore centrale de toute l'approche de Rothschild. C'est comme apprendre à conduire. La toute première chose qu'on apprend, ce n'est pas à foncer, c'est à freiner. Comment on s'arrête en sécurité? C'est la base de tout. Une fois qu'on maîtrise parfaitement le frein, alors et seulement alors, on peut commencer à jouer, prudemment, avec l'accélérateur. Concrètement, maîtriser les freins, ça veut dire se construire une boîte à outils, des ressources pour s'apaiser. Ça passe par des choses très concrètes. D'abord, se sentir en sécurité ici et maintenant. S'ancrer dans le présent, par exemple en sentant bien ses pieds sur le sol. Utiliser des souvenirs apaisants comme des points d'ancrage positifs. Et surtout, réapprendre à écouter les signaux de son corps sans paniquer. Et tout ce cheminement nous amène à un retournement de situation complet.
Le corps, qui au début semblait être le problème, avec ses réactions qu'on ne contrôle pas, devient en fait la solution. C'est la clé. L'objectif final, ce n'est donc pas de faire taire son corps, de le forcer au silence ou au calme. C'est tout le contraire. Il s'agit de réapprendre son langage, de comprendre ce que les sensations essaient de nous communiquer. C'est vraiment un dialogue qu'il faut rétablir, une relation de confiance à reconstruire. Cette phrase résume tout. À partir du moment où on arrête de voir le corps comme un ennemi, un traître imprévisible, et qu'on commence à le voir comme un allié, rempli d'une sagesse instinctive, alors on ouvre la porte à une guérison et à une force intérieure immense. Le corps ne ment jamais. Il se souvient, oui, mais il sait aussi comment guérir. On va se quitter avec cette question. Dans notre monde qui nous pousse sans arrêt à être dans notre tête, à tout analyser, à tout intellectualiser, le corps se souvient, nous propose un autre chemin. Et si finalement, la sagesse la plus importante n'était pas dans nos pensées, mais bien cachée dans les sensations silencieuses de notre propre corps? La question reste ouverte.